Salam alaikum, Mazoul Filaoun. Donc hier c'était des oiseaux, aujourd'hui c'est les félins. L'image ou la photo, si vous voulez monter, que vous avez devant vous, a beaucoup de sens. Donc une personne qui n'a pas de repère, qui n'a pas de référence, qui ne se remet pas en cause, qui ne se compare pas, peut se voir le roi du monde. Je vous rappelle juste que cette photo-là, en quelque sorte, est une image de la chanson de Slimane Azza, Allah yarhamou. القرن 14 غابني زماون صعبني يمشاش. Pour ceux qui ont le même âge que moi, donc connaissent bien la chanson. Donc il parlait de la génération du 14e siècle de l'Égypte. Donc c'était les années 70. Donc du fait que quand les lions ne sont pas là, donc les chats se prennent pour des lions. C'est à peu près l'image. Donc une personne ou un établissement ou une entreprise qui n'a pas de repère, qui ne s'évalue pas, ne peut pas se corriger, ne peut pas avancer. Vous avez juste au-dessous de la photo, mieux vaut un imbécile qui marche que deux intelligents ainsi qui discourent avec brio sur les difficultés de la marche de la personne qui marche. Donc vous voyez à peu près le sens, c'est-à-dire quand on prend l'initiative, quand on fait l'action, il vaut mieux la faire, même si on se trompe, on se corrige. Mais si on ne fait aucune action, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas avoir de résultats. Einstein a dit un jour, bien sûr, la folie consiste à répéter inlassablement la même chose en s'attendant à des résultats différents. C'est-à-dire si on fait toujours la même chose, sachant que au bout de cette action-là, c'est l'échec, donc on ne peut pas avoir la réussite. C'est-à-dire en répétant les mêmes actions, les mêmes activités, donc ça devient de la routine et la routine ne mène pas à grand-chose. Donc on se remet en cause pour mieux avancer. Et c'est tout le sens de l'assurance qualité, c'est se remettre en cause quand on se regarde dans le miroir, se remettre en cause quand on touche notre salaire à la fin du mois, se remettre en cause quand on arrive au bureau ou dans l'amphi la matinée de chaque jour. Et c'est comme ça, donc on peut améliorer et les performances du service, les performances de la personne et les performances de l'université en général. C'est juste un schéma. L'assurance qualité, la qualité, je dirais la qualité tout court, est l'affaire de tous. C'est-à-dire c'est le travail de tout le monde. S'il y a un maillon qui manque, donc on ne peut pas parler de qualité s'il y a des défaillances quelque part dans un élément du système ou dans un élément de l'équipe. Donc c'est tous ensemble. Ce n'est pas dans l'anarchie, donc il y a des outils, il y a des mécanismes, il y a des processus à mettre en place. Ensuite, donc on doit s'entraider. S'entraider, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une équipe, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de beaucoup de personnes, que cela soit au niveau de l'université, donc le corps enseignant, ou le corps du personnel de l'administration, les étudiants, et ainsi de suite. Donc voilà à peu près les deux schémas. Résume en quelque sorte toute la vision et la démarche de l'assurance qualité. Cette communication, celle d'aujourd'hui, je vous ai dit hier que c'était prévu à ce que mon collègue professeur Khalif Rabia de l'université de Annaba, qui lui-même plutôt est un expert, nous sommes peut-être, on dirait, un peu spécialistes, mais en tant qu'expert, on n'est pas à ce stade-là. Par contre, lui, c'est un expert, donc il est qualifié, il fait de l'expertise au profit des entreprises, de Sonatrach ou d'autres entreprises, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur, puisque c'est lui qui est responsable au niveau régional pour la région Est. Donc, avant de parler de l'assurance qualité elle-même, pourquoi l'assurance qualité? À la fin du siècle passé, en 98 ou 99, il y a eu ce qu'on appelle le processus de Bologne. Le processus de Bologne, donc pour l'Union européenne, c'était, il y avait des difficultés, donc avec le nombre croissant des étudiants de par le monde, avec la mobilité
et avec la diversité des diplômes, donc il y avait des difficultés dans les équivalences et la lecture des diplômes. Donc ils ont voulu unifier, ils ont procédé donc à la mise en place d'un système de formation supérieure, donc sur 3 niveaux, licence, master, doctorat. Donc c'est la première, si vous voulez, le premier principe. Le deuxième principe, c'est le transfert et la capitalisation des crédits, que cela soit au niveau local ou au niveau international. Et le troisième maillon de ce processus de Bologne, c'est l'accompagnement de cette démarche par l'assurance qualité. Donc voilà à peu près les 3 maillons du processus de Bologne. En 2004, 2003, 2004, donc concernant notre pays, nous avons mis en œuvre dans certaines universités, centres universitaires de l'époque pilote, le processus, la formation donc selon le LMD, la structuration licence, master, doctorat, et puis sa généralisation à tous les établissements à partir de 2005. Et avec ce système LMD, il y avait aussi certaines choses qui devraient et qui devront aussi accompagner la mise en place du système LMD. Par exemple, le tutorat, ce transfert de crédit, capitalisation et transfert de crédit, et surtout l'assurance qualité. Et la tutelle, donc 3 ans après, en 2008, je suis en train de parler donc de l'historique de l'implémentation de l'assurance qualité dans les établissements du supérieur. Donc le 29 mai et du 29 mai au 1er juin 2008, il y avait une rencontre au CIRISTA Alger. J'ai assisté à cette rencontre-là. Donc ils ont demandé à tous les établissements de déléguer, donc il y avait les recteurs, et de déléguer une personne, qu'ils appelaient à l'époque une personne qui va se charger de l'implémentation de l'assurance qualité dans les établissements, bien sûr. Donc c'était la première initiative concernant l'assurance qualité chez nous. En 2010, le ministère a installé une commission nationale d'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, et cette SIACAS, première version, donc de 2010, n'a pas fait grand-chose. Donc il y avait sa structuration, mais il n'y avait pas d'activité derrière, ni de formation, ni d'information, ni de sensibilisation. En 2011, il y avait le lancement du projet PAPS, ESRS, donc un projet politique d'appui projet d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bijaya Bad était un établissement pilote pour la région centre, concernant, je crois, le résultat R6 qui est réservé relation aux entreprises. Et puis le résultat 1, c'était l'assurance qualité. Dans ce projet, au niveau de l'Est, j'étais beaucoup plus dans le résultat 6, relation avec les entreprises, mais le numéro 1 était réservé à la formation des responsables de l'assurance qualité. En 2012, il y avait le début de formation des responsables de l'assurance qualité, mais en même temps aussi la construction du référentiel national assurance qualité. C'était une construction dans l'action. Donc il y avait de la formation, mais en parallèle, il y avait la conception et la rédaction du référentiel en s'appuyant sur le référentiel d'un projet Tempus qui est appelé à l'époque Acumet. En 2015, donc le premier mandat de la SIACAS est terminé, donc il y avait un renouvellement de la SIACAS, et cette SIACAS-là, c'est elle aussi qui est toujours en activité aujourd'hui. En 2015, donc il y avait la finalisation du référentiel national assurance qualité, c'est-à-dire le travail a été terminé au niveau des 3 régions, et puis le dossier a été remis à la SIACAS pour le finaliser et le remettre au ministère. À la même année, la SIACAS a mis en place une feuille de route concernant les activités, et nous avons repris donc à travers cette SIACAS 2 opérations, si vous voulez, d'envergure. La première, c'était l'auto-évaluation au niveau des établissements. C'était la base pour préparer les projets d'établissement. Et ensuite, la deuxième, c'est la formation des responsables
assurance qualité qui a eu lieu donc en 2018, c'est les projets d'établissement. Et en 2019, nous avons effectué la formation des responsables d'assurance qualité au niveau des deux régions, Est et Ouest, et il reste les RAC de la région centre. Voilà à peu près ce qui a été fait dans la démarche qualité au niveau national. Maintenant, au niveau des établissements, ça fluctue d'un établissement à un autre, on va le voir tout à l'heure. Tout dépend de l'engagement du premier responsable de l'établissement. C'est-à-dire, si le premier responsable est engagé dans cette démarche, s'il est convaincu, forcément, derrière, il y aura des activités, des actions pour que tout l'établissement avance. Dans certains établissements, si le chef d'établissement n'est pas engagé, donc l'action déjà est sera mornée dès le départ. Et je crois, et la preuve est là, ce n'est pas le cas de l'université de BGA, qui est en avance dans pas mal de domaines. Et quand ils ont remarqué cette faille, cette faiblesse au niveau de la structuration et de l'accompagnement de tout le processus par une démarche qualité, ils se sont mis en œuvre et votre présence ici le prouve facilement. Alors, on va commencer par quelques définitions et quelques concepts. Premièrement, depuis toujours, l'être humain cherche à bien faire les choses, soit d'une façon artistique, soit d'une façon technologique, soit dans les paroles, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'on peut appeler sous forme de qualité. Quand on parle d'une personne, on dit c'est une personne de qualité, ça veut dire qu'il a des propriétés, si je peux m'exprimer de cette façon, quelque part qui prouvent que ces bonnes propriétés, ou là ces bonnes qualités, c'est de la qualité. Quand on parle de qualité, généralement on dit qualité et quantité. Quantité, donc ça se mesure. Qualité, pour nous, c'est abstrait, ce n'est pas mesurable. Or, dans la démarche qualité, il faut que cette qualité-là soit quantifiable et soit mesurable. Si on ne peut pas la mesurer, donc on ne peut pas évaluer, on ne peut pas corriger, on ne peut pas avancer. Donc la qualité, ça se mesure, elle doit être mesurable. Donc la qualité, si on la définit d'une façon simple, la qualité, c'est quand on fixe des objectifs et on atteint des résultats qui coïncident ou là, qui correspondent aux objectifs tracés. C'est de la qualité. Donc on répond à des exigences. On met en place des exigences et quand on avance, on réalise des résultats et ces résultats, quand ils sont conformes à ce que nous avons tracé, donc on peut parler de qualité. La démarche qualité, donc au départ, donc ça a été beaucoup plus, on parle de qualité, de précision par rapport à un produit physique, un produit industriel, à quelque chose qu'on a fabriqué, et par la suite, on a transposé les concepts et les analyses et toute la démarche dans les services, et plus particulièrement dans notre service public qui est l'enseignement supérieur. Donc l'objectif de la démarche qualité, c'est l'amélioration continue du processus ou du système de l'enseignement supérieur en général. Donc que cela soit, donc on améliore le produit de l'université, c'est quoi? C'est la qualité des diplômés et la qualité des résultats de la recherche. Donc ce qu'on considère, c'est le produit du système universitaire en général. Donc non seulement la qualité, l'assurance qualité, la démarche qualité, c'est l'amélioration du produit lui-même, mais aussi l'amélioration de tout le processus, de la gestion du processus. Vous êtes une partie importante de ce processus. Donc l'administration, la gouvernance en général, la gestion est un maillon fort dans le processus de la formation et de la recherche universitaire. Donc, si on veut définir notre définition, la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Intrinsèque, ça veut dire propre à l'ensemble, ou la propre au système, ou la propre à la personne.
C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc les caractéristiques de la personne, au lieu de propriété, c'est caractéristiques. L'expression, donc on va passer maintenant du terme qualité à d'autres termes combinés avec qualité. Vous avez ici l'expression assurance qualité. Donc quand on parle de l'assurance qualité, donc on va parler des stratégies comme hier, on va parler des procédures et on va parler des activités et des actions. Donc toutes ces, quand on s'intéresse à l'amélioration de ces concepts, donc stratégie, procédure, action, donc forcément on est dans l'assurance qualité et qui a pour but donc l'amélioration de la qualité en général, la qualité du produit, la qualité de la gestion, la qualité ainsi de suite. Et vous êtes familier là maintenant, vous êtes familière donc les 4 étapes d'un processus quelconque: planifier, faire, vérifier, on l'a contrôlé et corriger. Les quatre même si vous prenez par exemple un produit consommable, pardon, ou un produit physique, le véhicule de 2020, 2021, ce n'est pas le véhicule de 1910 ou 1930. C'est-à-dire quand il y a un besoin social, il y a donc une réflexion derrière dans un bureau d'études ou des groupes d'études, donc pour faire la conception, donc c'est de la théorie, c'est de la stratégie en quelque sorte par rapport à la stratégie. Ensuite, on ne passe pas directement dans les ateliers pour concrétiser ce qu'on a tracé, ce qu'on a dessiné comme schéma, comme pièce. On va passer par un bureau de méthode, donc on va faire la méthodologie, comment passer de la théorie à la pratique, en garantissant la précision, la qualité, avec les moindres coûts. Ça c'est très important. Monsieur le secrétaire général ce matin donc parlait déjà de ça. Donc il ne suffit pas de fabriquer quelque chose d'extraordinaire, mais que personne ne va acheter par la suite. Donc il y a la méthodologie, donc étudier les meilleurs moyens pour concrétiser donc cette réflexion, cette conception en action sur le terrain. Et une fois qu'on est arrivé au but, donc on a fabriqué cette voiture, il faut procéder à des contrôles. Des contrôles in situ lors de la fabrication, après des essais après la fabrication. Donc s'il y a des failles, donc on corrige ou là on rectifie, et après utilisation, commercialisation et utilisation, donc il va y avoir des insuffisances, les choses avancent, les besoins se changent. Donc on boucle la boucle, donc on recommence, planification, améliorer, et ainsi de suite, planification, faire, contrôler et corriger. Et c'est toujours la même chose. Donc l'assurance qualité, c'est cette démarche-là. Se remettre toujours en cause pour déceler les manques, les insuffisances, pour pouvoir les corriger. Je répète encore une fois, si on fait des outils de l'assurance qualité, ce n'est pas pour sanctionner des personnes, ou pour donner des médailles à des personnes, c'est beaucoup plus pour détecter les failles et les insuffisances pour pouvoir les corriger. Donc à chaque tour, ça veut dire nous allons avancer. Et l'assurance qualité, c'est laquelle qui est derrière. Si on ne peut pas avancer, au moins on reste à la même place immobile. Mais si on reste immobile, ça veut dire que les autres vont nous devancer. Donc il vaut mieux adopter cette démarche pour avancer avec la cadence par rapport d'un établissement à l'autre, ça change parce que derrière, comme on a dit hier, si on fait des actions, il y a derrière les moyens. Donc il y a ceux qui peuvent réunir les moyens, que cela soit par exemple des moyens humains ou des moyens matériels. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas réunir les conditions requises, et la vitesse, la cadence avec laquelle ils peuvent aller de l'avant sera moindre par rapport à d'autres établissements. Un système qualité. Donc on a parlé de la démarche qualité, on va parler d'un système qualité. Donc c'est l'ensemble de l'organisation, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité. C'est-à-dire une fois qu'on adopte la démarche qualité, on doit la consolider, on doit la structurer, on doit la cadrer de telle sorte à ce que ça devienne
une action pérenne, une action quotidienne de tous les jours et qui aura un impact certain. Donc si on ne la cadre pas, ça peut être une action disparate, des actions disparates qui ne sont pas coordonnées et l'impact, les résultats sera moindre. Donc nous devons organiser tout le processus et mettre les moyens suffisants de telle sorte à ce que cette démarche qualité apportera ses fruits. Donc le management de la qualité, bien sûr, ils sont très sur le terme qualité. Ça ne peut pas être autrement. Et l'avantage, si vous voulez, l'objectif, peut-être, ça peut être aussi une condition, c'est que tout le monde doit adhérer à cette démarche. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un élément quelconque de l'ensemble du système est défaillant, c'est tout le système qui sera grippé. Donc la participation de tous est indispensable. Pourquoi? Donc c'est pour satisfaire le client. Chez nous, les clients, donc c'est quoi? C'est l'étudiant qui arrive à l'entrée du système. Je l'ai dit hier, à l'entrée du système où c'est le volet, si vous voulez, social qui prône, mais à la sortie du système, quand il sera diplômé, c'est le volet économique qui prône, c'est-à-dire c'est le profit. Comment joindre maintenant, lier un volet social à un volet économique, et c'est toute la gymnastique demandée aux gestionnaires de l'enseignement supérieur pour pouvoir arriver donc à quelque chose de très positif, donc à des résultats concrets pour que l'établissement remplisse ses missions de départ, lier l'aspect social qui est à l'entrée du système universitaire et l'aspect économique qui est le volet qui prédomine à la sortie du système. Voilà à peu près toute la réflexion demandée au niveau local pour les responsables des établissements pour tenir compte du contexte et environnement immédiat des établissements. Donc les principes fondamentaux dont on doit tenir compte lors de la mise en place d'une démarche qualité et de l'implémentation de l'assurance qualité dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc on peut citer pêle-mêle, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a, c'est juste ce que nous avons jugé utile de rappeler et qui sont les plus importants. Donc, orientation vers le client c'est quoi? Ça veut dire que l'élément principal, tout doit être fait pour satisfaire l'étudiant. Ce n'est pas pour le satisfaire en termes de seulement de volume horaire, je ne sais pas quoi, mais beaucoup plus le satisfaire en termes de formation et recherche. C'est-à-dire, les besoins de cet impétrant sont multiples, mais l'université est là, avec toute sa composante, au service de cet élément, de ce client, de ce voyageur qui va passer un certain nombre d'années au niveau de l'université. Donc, à la sortie de l'université, il doit être mieux armé en termes de connaissances et compétences pour pouvoir être utile à soi-même et à la société en général. Implication des managers, je l'ai dit tout à l'heure, si un établissement, le premier responsable et le staff de l'établissement, je m'excuse du terme, s'en fiche éperdument de la démarche qualité, il ne peut pas y avoir d'implémentation, ça c'est sûr et certain. Mais si le premier responsable est convaincu, donc forcément il peut convaincre ses subordonnés de telle sorte à ce que la démarche qualité sera dans l'intérêt de tout le monde, y compris du personnel lui-même. Donc justement, si les managers sont imprégnés de la démarche qualité, forcément, ils pourront convaincre leur propre personnel pour pouvoir participer et être des acteurs et non des spectateurs dans cette démarche-là. Considération de l'approche processus, c'est-à-dire processus, ça veut dire qu'il y a des étapes je ne sais pas si vous le dites chez vous, c'est-à-dire quand on marche avec précaution, quand on met en place une stratégie, quand on est visionnaire, quand on voit où est-ce qu'on met les pieds, donc le risque de tomber est quasi nul. Donc il vaut mieux considérer la chose d'une façon graduelle et ne pas mettre, je l'ai dit encore hier, mettre la charrue devant les bœufs. C'est les bœufs qui viennent
qui sont mis devant la charrue. Principe de l'amélioration continue, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait miracle. Du jour au lendemain, tout change et on passe d'une situation à une autre qui est le contraire de cette situation à problème. On ne va pas régler tous les problèmes de l'heure en un laps de temps. Donc c'est un processus graduel et une amélioration continue. Chaque fois on améliore un segment, on améliore une partie, on améliore quelque chose. Et c'est comme ça que j'aime bien les adages. Donc il n'y a pas un fleuve qui est comme ça, qui n'est comme ça fleuve. Donc c'est les petits ruisseaux et qui constituent donc les rivières, et ces rivières deviennent par la suite, en les assemblant, donc deviennent des fleuves. La prise de décision fondée sur des preuves, si vous vous souvenez hier quand j'ai parlé de l'évaluation, quand j'ai parlé aussi de référentiel, on va aussi donner un aperçu tout à l'heure. À la fin, la dernière case, j'ai parlé de preuves. Donc, on ne doit pas parler comme ça, nous avons amélioré ça, nous allons sans preuve. C'est-à-dire, les preuves, c'est quoi? Il faut qu'il y ait des indicateurs, mu'ashirat, qu'on va utiliser comme moyen de mesure et de quantification. Et pour mesurer, donc il nous faut du concret, il nous faut des preuves. J'ai pris l'exemple des comités pédagogiques. Si on n'a pas les PV de comité pédagogique, je vous dis encore une fois, je souligne, dans l'assurance qualité, il y a un principe qui dit on doit écrire ce qu'on fait. C'est-à-dire on doit laisser des traces de ce que nous sommes en train de faire pour nous-mêmes, mais si demain nous venons à être remplacés, au moins celui qui va venir prendre la place, quel que soit le poste, il doit trouver des traces, il ne doit pas démarrer de zéro. Mais il ne doit pas aussi détruire tout, mais il doit trouver donc ce qui a été fait auparavant, déjà écrit, enregistré, de telle sorte à ce qu'il continue à aller de l'avant et ne pas redémarrer de zéro. Management des relations avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est qui? C'est les étudiants, c'est leurs parents, c'est la tutelle, c'est les entreprises, l'environnement, ainsi de suite. Donc on ne peut pas parler de qualité et vivre en vase clos sans tenir compte de toutes les parties prenantes pour aller de l'avant. Donc toute participation est la bienvenue dans la démarche. Ça peut être des syndicats, ça peut être des associations, ça peut être les anciens diplômés, ça peut être les patronats, ça peut être les parents, ça peut être... Donc c'est un ensemble de parties prenantes qui peuvent être utile à toute cette démarche d'amélioration continue. L'assurance qualité. Donc, c'est une répétition. Donc, on a parlé déjà de ça. Pardon. Donc, la dernière partie. La dernière partie. Donc, un système d'assurance qualité s'appuie sur une ou plusieurs méthodes. Hier, j'ai fait allusion à ça. Ça, je vous ai dit que pour les établissements algériens, nous sommes loin de cette situation. Donc nous sommes là. Faire des audits, faire de l'évaluation, évaluation en interne, l'auto-évaluation ou évaluation externe. Mais là, donc l'accréditation, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Alors, un système, on a dit que c'est un ensemble d'éléments interconnectés qui s'influencent les uns les autres. Management, donc il y a la traduction en arabe, c'est la traduction du collègue de Annaba. Management, c'est les activités coordonnées pour orienter et contrôler un organisme. Système de management, donc système, management, ensuite on assemble les deux. Nidam idari, nidam idari. Système permettant d'établir une politique des objectifs à atteindre et d'atteindre ces objectifs. Une politique, c'est quoi? C'est une stratégie, c'est un programme, c'est une vision.
et puis mettre des objectifs. Si on met des objectifs, surtout quand c'est des objectifs spécifiques, donc nous sommes dans l'action, nous sommes dans le plan d'action. Donc une politique et des objectifs, et on va travailler, donc on va mettre en place des activités, des actions pour atteindre ces objectifs et traduire ces objectifs en résultats. Voilà à peu près donc quand on va parler de système de management de la qualité. Alors, l'assurance qualité, il y a deux voies. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'accréditation, je vous ai dit que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Donc, il y a deux voies. Donc, ici, vous avez normative, approche normative. Dans normative, il y a norme. Qui dit norme? Donc, il y a des standards internationaux, et ces standards sont basés sur la performance. Si on base donc cette démarche sur la performance, ça veut dire que nous allons chercher l'accréditation, c'est-à-dire nous allons travailler pour arriver à un niveau classe A, classe B, classe C, ainsi de suite. Et la situation de nos établissements n'est pas encore, nous ne sommes pas dans cette voie-là. Par contre, là, nous y travaillons, tous les établissements, la tutelle donc a mis en place depuis une dizaine d'années, un peu plus que 10 ans, donc cette démarche-là qui est en cours. Donc certains établissements avancent, d'autres sont moins avancés, ils sont au départ, et d'autres donc sont plus avancés que d'autres. Donc il y a quand même un décalage entre les établissements. La preuve, c'est que sur les 107 établissements du supérieur, il n'y a que pratiquement 50% qui ont déposé leur projet d'établissement. Donc, cette approche formative est basée sur l'amélioration continue. Donc, on ne va pas chercher l'idéal, on ne va pas dire qu'on va être accrédité par telle agence ou telle agence qu'on va se classer dans telle catégorie, mais c'est l'amélioration des activités de l'université et l'amélioration de la qualité de ces produits, que cela soit de la recherche ou les produits en tant que diplômés. Et cette démarche n'est pas basée sur l'accréditation, on va expliquer juste après l'accréditation et l'évaluation. Donc, elle est basée sur l'évaluation. C'est-à-dire chaque fois on doit mesurer les résultats par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. S'il y a un écart, donc on procède à des corrections. S'il n'y a pas d'écart, ça veut dire qu'on a réussi, on fixe d'autres objectifs. On va élever encore la barre un peu plus haut. Et pour quelle que soit la démarche ou l'approche, donc nous avons besoin des outils de l'assurance qualité, des outils classiques qui peuvent nous faciliter la tâche pour procéder, que cela soit à l'accréditation ou à l'évaluation. Donc, pour l'évaluation, nous avons un référentiel assurance qualité adopté par la tutelle, et ce référentiel-là a démarré aussi de la base. Ça veut dire que les établissements, certains établissements, à travers le responsable de l'assurance qualité ainsi que ceux de la CIACES, la Commission nationale, ont travaillé pour mettre en place ce référentiel qui a été validé. Monsieur le recteur venait de le dire tout à l'heure, que le Canada est le pays le mieux avancé dans l'implémentation de l'assurance qualité dans le système d'enseignement supérieur. Donc, la tutelle s'est basée aussi sur l'expertise d'une agence canadienne d'assurance qualité pour, si vous voulez, adopter d'une façon définitive donc le référentiel national assurance qualité. J'ai dit tout à l'heure que le référentiel distribué donc se limitait, donc c'est arrêté les références. Donc par contre, je vous laisse ici une copie du référentiel avec les critères et les indicateurs et les preuves. Donc c'est beaucoup plus détaillé par rapport à celui qui a été distribué. Et j'ai dit hier que les preuves et les indicateurs peuvent être spécifiques à l'établissement. C'est-à-dire s'il y a des spécificités à l'université de Ouargla, donc ils doivent mettre en place
Donc des indicateurs propres à eux et des preuves propres à eux par rapport à une autre université où par exemple les disciplines sont différentes. Par exemple, la CITIF, deux universités, l'une est dédiée aux sciences humaines et sociales et l'une à la science et technologie. Donc on ne peut pas avoir la même vision, la même démarche et les mêmes indicateurs, surtout les mêmes preuves lorsqu'on fait de l'évaluation ou de l'audit. Donc on va essayer d'expliquer maintenant la démarche, comment implémenter, comment installer une démarche assurance qualité dans un établissement. Donc la première des choses, il faut que le chef de l'établissement ait déjà connaissance du contenu de cette démarche et puis il adopte, il s'approprie cette démarche qualité en tant que responsable, en tant que manager de l'établissement, de telle sorte à ce qu'il va la décimer par la suite au niveau, elle va pas la décimer, pardon, l'essaimer au niveau de son établissement. Donc il y a des outils et le plus approprié pour les chefs, les responsables, les leaders, c'est l'analyse SWOT parce qu'il s'agit d'une analyse globale et qui tient compte du contexte de l'établissement, c'est-à-dire de l'aspect interne et de l'aspect externe. Le rôle de l'enseignant. L'enseignant, qui met les ATS, qui met le personnel administratif, ils sont indispensables pour le voyage de cet étudiant. Le voyage, c'est par rapport à hier quand on a parlé d'un voyage par avion. Donc, il faut que les enseignants aussi participent à la démarche. Si un maillon, si une catégorie, si un corps n'avance pas avec les autres, ça veut dire que c'est l'établissement tout court qui va être démuni. L'accompagnement des enseignants. Donc développer l'engagement affectif, les accompagner dans les démarches d'amélioration et d'innovation. L'innovation, ça peut être la manière d'enseigner, ça peut être les programmes, ça peut être le type de travail académique ou de travail pédagogique, et ainsi de suite. Donc l'innovation est toujours un élément essentiel dans l'avancée et dans l'innovation. En arabe, c'est tajdid, je crois. La traduction en arabe, innovation. Ibda. Un autre élément, la visibilité. Tout à l'heure, j'ai dit il faut écrire ce qu'on fait, mais il faut aussi le faire savoir. Il faut le faire savoir. Le faire savoir, ça veut dire qu'on doit être visible. On doit être visible pour la composante en interne, mais on doit être visible aussi pour l'externe. Donc on doit faire de la communication, on doit faire de l'information, on doit diffuser, on doit en quelque sorte dire qu'on est là, que nous sommes en train de faire, voilà ce qu'on est en train de faire, et comme ça on peut être visible. Il y a énormément de moyens technologiques aujourd'hui pour partager en quelque sorte les bonnes expériences et les bonnes méthodes pour que les autres aussi puissent en tirer profit. Le monitoring, je viens de le dire, c'est-à-dire tout ce qui est conduite de la chose, de toute la démarche. On peut faire appel surtout donc pour les responsables. Je le répète encore une fois, l'analyse SWOT, quand elle est combinée à si vous voulez, à un autre outil, le brainstorming, ou l'I'asar Dhihni en arabe. Donc ça permet aussi de tirer profit donc de beaucoup de choses de cette analyse SWOT. Je viens de le dire, l'IT ici, nous ne sommes pas les années 70, nous avons des moyens technologiques énormes qui permettent en quelque sorte de toucher le maximum et d'avoir le maximum d'informations en retour et ainsi de suite. Un système d'information. Donc dans le projet PAPS
dont j'ai parlé tout à l'heure, le résultat numéro 2 était justement la mise en place d'un système d'information intégré. Le logiciel Progress qu'on utilise maintenant pour les notes, c'était un produit, un livrable du projet PAPS. La bibliothèque, à ne pas, si vous voulez, négliger dans le système universitaire. Il ne peut pas y avoir de connaissances, de diffusion de connaissances et de compétences. On n'a pas les outils d'accompagnement qui sont la bibliothèque. Quand on dit la bibliothèque au sens large du terme, ça peut être la bibliothèque physique, ça peut être aussi la bibliothèque numérisée ou même la bibliothèque, si vous voulez, avec des documents en fichier numérique. Alors, j'arrive les trois outils: l'audit, l'évaluation et l'accréditation. Donc, dans les outils en général, on doit tenir compte d'un certain nombre de concepts et de paramètres qui sont, hier j'ai cité 5 si ma mémoire est bonne, donc ici je me limite à 3. Donc il y a la pertinence, c'est-à-dire si les procédures de qualité sont adaptées aux objectifs déclarés ou la tracée. C'est-à-dire on ne va pas dire qu'on se fixe des objectifs et ensuite on met en place des procédures sans vérifier que ces procédures sont adoptées et peuvent concrétiser les objectifs en résultat. Donc il faut que cela soit des procédures pertinentes, c'est-à-dire qui conviennent à ce que nous sommes en train de faire. Vous avez aussi la conformité, donc à tout le projet d'implémentation de l'assurance qualité. Donc de tout ce que nous sommes en train de faire doit être conforme. Vous avez l'efficacité, c'est-à-dire s'assurer que les résultats seront atteints. Donc quelqu'un qui est efficace, donc c'est l'atteinte d'une façon sûre en quelque sorte des résultats des résultats attendus. L'évaluation, très simple. Je l'explique d'une façon très simple. Nous avons des objectifs, on met en œuvre des activités, on arrive à des résultats. Donc je dois comparer ces résultats, je dois les mesurer par rapport aux objectifs. Donc pour les mesurer, je dois mettre en place déjà auparavant des indicateurs. Et pour les mesurer, je dois aussi les vérifier avec les preuves. Donc c'est une façon de comparer les résultats avec les objectifs. C'est d'une façon très simple, l'évaluation. Et l'évaluation, donc on a parlé de quantifier la qualité, ça veut dire qu'on doit quantifier ces résultats. Donc il y aura une note derrière, ça peut être A, B, C, D, ça peut être 1, 2, 3, 4, ça peut être donc une classification. C'est même le même terme est utilisé, l'évaluation des étudiants. Quand on fait des examens, des interrogations, donc nous sommes en train d'évaluer l'acquisition de connaissances, et ça peut être aussi de compétences des étudiants par rapport avant, au début du semestre et à la fin du semestre. Donc quand on va les contrôler, est-ce qu'ils ont, si vous voulez, ils ont profité du semestre, ils ont atteint les objectifs, oui ou non. Alors, quelle est la différence maintenant entre l'audit et l'évaluation? Parce que l'audit, aussi on a parlé de résultats, on a parlé d'objectifs. L'audit, c'est pour décrire les résultats par rapport aux procédures. Par contre, l'évaluation, donc on donne une note aux résultats. Donc les principaux buts de l'auto-évaluation, je n'ai pas encore parlé de l'accréditation. Donc l'évaluation, qui est l'évaluation en interne, c'est-à-dire l'auto-évaluation, et l'évaluation en externe. Et c'est les deux concepts qu'on a utilisés pour ceux qui ont fait leur projet d'établissement sur une base plus ou moins acceptable, c'est-à-dire après la stratégie, après la mise en place de la planification stratégique. Donc il y a eu le plan d'action. Et le plan d'action a été conçu dans certains établissements sur la base d'une auto-évaluation combinée avec le rapport de l'évaluateur externe, des deux évaluateurs externes. Il y a exactement 12 établissements qui ont subi les évaluations externes, y compris
votre université. C'était au printemps 2018. Donc les objectifs de l'auto-évaluation, c'est un examen autocritique. Donc c'est comme le chat qui se regardait dans le miroir, mais il ne doit pas se voir en tant que lion, mais il doit se voir en tant que chat, avec ses défauts, avec ses moustaches, avec ses oreilles, avec sa physionomie tout court. Donc initier un processus d'amélioration. L'objectif, et on fait l'auto-évaluation, ce n'est pas pour évaluer et laisser le rapport au niveau de l'armoire dans une armoire comme décor, mais on doit profiter de l'auto-évaluation, donc en faisant le rapport, du contenu de rapport, et un rapport, quel que soit le type d'évaluation, se termine toujours par des recommandations, c'est-à-dire souligner ce qui ne va pas, et souligner aussi ce qui va à merveille. Donc dans les deux sens. Bien sûr, pour faire l'auto-évaluation, il faudrait que l'établissement ait au moins les outils qui vont lui permettre de procéder à cette vérification, à ces mesures régulières. Ça ne se fait pas seulement pour préparer le projet de l'établissement, le plan d'action, mais ça se fait aussi d'une façon régulière pour se corriger. Pour se corriger au fur et à mesure qu'on avance. Implication d'un maximum de personnes, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait l'adhésion de toute la communauté universitaire. L'amélioration est l'affaire de tous, la qualité est l'affaire de tous aussi. C'est un processus d'apprentissage, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire ça y est, on a installé, ce n'est pas par décret ou par décision d'un responsable d'établissement qu'on décrète la mise en place d'une cellule assurance qualité. Ça y est, si on a mis la cellule, ça ne veut pas dire la cellule sera un outil, ce ne sera pas une fin en soi. Donc une évaluation ou auto-évaluation, c'est un outil aussi, ce n'est pas une fin en soi. Et c'est un processus d'apprentissage, c'est-à-dire au fur et à mesure, on apprend dans l'action. Si on fait de l'auto-évaluation, on doit forcément former le comité d'auto-évaluation. Bien sûr, on va se baser sur les éléments de la cellule assurance qualité, mieux formés, mais on doit ramener aussi d'autres membres, d'autres personnes qu'on va former dans l'action, mais en même temps qui vont être des acteurs des différentes procédures. La phase d'auto-évaluation doit être intégrée à une démarche globale, c'est-à-dire on ne va pas faire une auto-évaluation isolée sur une formation quelconque ou sur un département, un laboratoire de recherche, sans qu'il y ait de suite, sans qu'il y ait, si vous voulez, de liaison avec la démarche globale de l'établissement. Maintenant, quels sont les risques ou les obstacles, les embûches qui peuvent, si vous voulez, freiner cette démarche qualité en général et l'auto-évaluation en particulier? Vous imaginez par exemple une commission qui rentre, une commission d'auto-évaluation, on a un comité d'auto-évaluation qui rentre dans un amphi et qui va demander à l'enseignant d'une façon fortuite comme ça, Jinan Qiymouk. Vous imaginez à peu près l'impact le choc que ça va faire au niveau de l'enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une démarche aussi à adopter lors de l'opération de l'auto-évaluation. Ce n'est pas n'importe qui va présenter et représenter aussi la qualité et la démarche qualité. Il faudrait que cela soit des personnes crédibles qui ont plus ou moins un capital derrière et qui sont exemplaires, que cela soit des ATS ou des professeurs ou même des responsables. Donc, il y a des obstacles à cette opération d'auto-évaluation et ces obstacles résident dans quelques points que nous avons rassemblés ici. Insuffisance de communication et d'information. On ne va pas décider du jour au lendemain comme ça, on va faire de l'auto-évaluation. Hier, j'ai projeté un graphe là où il y avait le puits
Là en bas, j'ai mis la vérité est au fond depuis. Donc il y a la programmation, la préparation et il y a le déroulement. Et dans cette préparation, la préparation, ça veut dire qu'on doit baliser les choses et on doit déblayer le terrain de telle sorte à ce que les personnes et le personnel, que cela soit enseignant, que cela soit de l'administration, soient informés et adhèrent à la démarche et comprennent que quand on fait une auto-évaluation, on n'évalue pas les personnes, ce n'est pas le but. On évalue les résultats par rapport aux objectifs. Et dans l'audit, on évalue les procédures, est-ce qu'elles sont adaptées par rapport à ce que nous sommes en train de faire, aux objectifs tracés ou non. Donc il faut qu'il y ait de la communication. C'est très important. Donc il y a des communications, des sensibilisations, des informations, diffusion de l'information. Manque de cohésion car les objectifs de l'auto-évaluation sont mal compris. Par exemple, la tutelle ou les responsables de l'université programment une auto-évaluation et puis ils donnent l'instruction à la cellule qualité: allez, vous avez 3 mois pour faire l'auto-évaluation, et on va partir dans tous les sens sans qu'il y ait une feuille de route, sans qu'il y ait réflexion, sans qu'il y ait planification et préparation de ce qu'on va évaluer. Pourquoi on va l'évaluer? Tout à l'heure, parmi les outils aussi, il y a un certain nombre de questions à se poser pour un outil bien défini. Donc on va se poser ce type de questions, on va les remuer de telle sorte à ce qu'il y ait cohésion et les objectifs mieux cernés pour l'auto-évaluation. Donc on ne décrète pas auto-évaluation et puis on va faire du sensationnel, on ramasse des données et puis on ne sait pas quoi faire de ces données qu'on a rassemblées. Manque de collaboration de la cellule qualité. Alors je répète encore une fois et je le souligne, la composante humaine de la cellule assurance qualité est la cheville ouvrière de toute la démarche. C'est-à-dire, c'est vrai, dans les statuts de l'université, elle n'existe pas. C'est des personnes volontaires, c'est des personnes qui ne sont pas rémunérées pour leur activité supplémentaire, mais il y a un travail, il y a une satisfaction morale quelque part quand on participe à l'amélioration et à une évolution positive des performances et des résultats de l'université. Donc le choix de la composante humaine doit être, d'ailleurs il y a une dizaine de critères personnellement que j'ai utilisés à CITIF pour proposer des personnes à monsieur le recteur de l'époque, et c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait des personnes intègres, des personnes exemplaires, des personnes qui ont un capital derrière, couvrir tous les segments de l'université, couvrir toutes les composantes humaines de l'université, adhérer déjà à la vision du changement. Donc c'est tous ces critères-là qu'il faudrait intégrer. Je parle à mon collègue Bouzidi. Donc le choix des personnes, bien sûr, sous responsabilité de monsieur le recteur. Donc c'est la composante humaine de la cellule d'assurance qualité qui permettra, qui est, si vous voulez, le squelette de la démarche qualité. Si on se trompe de personne, si on se trompe, si vous voulez, de la composante humaine, le risque de tomber, et le risque, si vous voulez, de ne pas réussir, c'est plus juste, est important. Manque de culture qualité. Ça vient juste après, si vous voulez, l'absence de soutien de la direction, je l'ai dit tout à l'heure, donc il faudrait que les responsables soient déjà convaincus pour pouvoir convaincre les autres. Donc manque de culture qualité, ça c'est le travail, on va le voir aussi dans quelques instants. Il y a une chronologie dans les actions à faire pour la cellule d'assurance qualité, et il faut qu'il y ait de la sensibilisation, c'est-à-dire pour diffuser la culture qualité, la culture de l'excellence. Donc si on fait pas, on sème pas cette graine, si vous voulez, au niveau de la communauté universitaire, on ne peut pas demain venir et dire on va faire de l'auto-évaluation, on va faire de l'audit, on va faire de l'amélioration. Donc il faut que les personnes adhèrent et soient convaincues de ce que nous sommes en train de faire. La réaction, toujours
la résistance au changement. Je ne vais pas détailler ce point, c'est connu. C'est quand il y a quelque chose de nouveau, c'est toujours une réticence quelque part qui est née chez l'être humain en général et chez l'universitaire en particulier. Impression du temps perdu, les gens se disent « Ah, qu'est-ce que ça va changer si on fait ça, c'est-à-dire ceux qui sont l'inverse de l'optimiste, pessimiste. Alors, il y a toujours les pessimistes disent « Ah, même si on ne peut pas changer, ça ne va pas s'améliorer. » Donc, on se dit dès le départ, ce genre de personnes sont beaucoup plus un frein pour l'avancée qu'autre chose. Crainte d'être mesuré, je viens de le dire, la personne, c'est-à-dire quand on lui dit qu'on va faire l'auto-évaluation, si on ne le prépare pas, ça se comprend, on va l'évaluer lui-même, ce n'est pas ça, la culture assurance qualité. Crainte de perte de pouvoir, bien sûr, quelqu'un il a un poste, un chef de service, chef de département, directeur de labo, chef d'équipe, recteur, vice-recteur, doyen, ainsi de suite. Donc, il y a certaines personnes qui se disent que laissons les choses telles qu'elles sont. Si on fait de l'évaluation, il y a risque à ce que je perde mon poste et je ne dirais pas ma responsabilité, parce que nous sommes tous responsables. On doit différencier entre pouvoir et responsabilité, parce que même celui qui est gardien au niveau de l'entrée du département, il est responsable. Par contre, le pouvoir, c'est autre chose. Donc, il y a cette crainte de perte de pouvoir. Donc, on est réticent à tout ce qui est changement, tout ce qui est évaluation, tout ce qui est démarche qualité. Je ne généralise pas, bien sûr, mais il y a certains qui ont cette attitude. Manque de moyens techniques, financiers. Si on fait une opération d'évaluation externe, par exemple, il faudrait que des experts se déplacent. Ils ne sont pas payés. Quand on a fait l'expertise des établissements, de 12 établissements, on n'a pas été payé. Donc, on se déplace dans l'établissement 3 jours. Il y avait des collègues venus du Canada aussi. Donc, on se déplace dans l'établissement. Il n'y a pas de paiement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens financiers en quelque sorte derrière, mais en disant moyens financiers, c'est beaucoup plus tout ce qui est bureautique, tout ce qui est quand on a besoin de préparer des questionnaires, donc on a besoin de papier, on a besoin d'ordinateur, et ça se limite à ça. Le problème majeur justement, c'est de recueillir les données. Des fois, quand on recueille ces données, on recueille, si vous voulez, les réponses à des questionnaires, certains sont réticents pour mettre à notre disposition, en tant qu'évaluateur ou en tant qu'équipe d'assurance qualité, les preuves qui sont, si vous voulez, les moyens qui nous permettent de vérifier ce que nous sommes en train d'évaluer, ce que nous sommes en train de contrôler. Alors, pourquoi adopter la démarche qualité? Donc, adopter la démarche qualité, c'est promouvoir la culture d'excellence. C'est-à-dire, on cherche le parfait. C'est vrai, on ne peut pas atteindre le parfait, mais au moins, on fait tourner la route des mégadiques, au moins, régulièrement, par cette démarche qualité, planifier, faire, vérifier et corriger. Donc, l'appropriation progressive, j'ai dit tout à l'heure, c'est un processus d'amélioration et non un processus, si vous voulez, instantané, donc qui est un changement qui se décrète comme ça. C'est beaucoup plus un travail de longue haleine, un travail à long terme, un travail, si vous voulez, étape par étape, pour pouvoir donc implémenter cette démarche qualité dans l'établissement. Instaurer les bonnes pratiques. Ça, c'est très, très important. Donc, les bonnes pratiques, qu'elles soient collectives, qu'elles soient cadrées, qu'elles soient individuelles ou personnalisées. Donc, une bonne pratique, c'est une bonne pratique. L'essaimage de la culture d'excellence, donc, ça ne doit pas se limiter à la cellule qualité, ça ne doit pas se limiter au staff de l'établissement. C'est tout le monde qui doit adhérer à cette démarche et c'est tout le monde qui doit se l'approprier. Alors, bien sûr, c'est un travail qui n'est pas centralisé. Il doit avoir, donc la cellule qualité quelque part doit avoir des prolongements au niveau de la base des entités de l'université. Donc que cela soit dans une première étape, à CITIF par exemple, on s'est limité aux facultés.
On n'est pas encore arrivé à structurer au niveau de... jusqu'à présent, nous avons formé une centaine de personnes, donc plusieurs formations. Donc, premièrement, la cellule qualité, ensuite, les cellules au niveau des facultés. Donc, en tout, nous avons à peu près 110 personnes qui sont formées dans le cadre de l'assurance qualité. Et c'est avec plaisir que je reviendrai, si M. Bouzidi, bien sûr, M. le recteur, si vous programmez des formations pour les différentes parties composante, de la composante humaine dédiée à cette démarche, à l'implémentation, c'est avec plaisir que je reviendrai participer. C'est pêle-mêle entre la démarche qualité et l'auto-évaluation. La différence, j'ai comparé ici la différence entre l'audit et l'évaluation, un peu plus en détail. Donc, l'audit, c'est la description des résultats, donc les procédures liées aux résultats, et l'évaluation, c'est une note qu'on donne à ces résultats. J'en ai déjà parlé. L'accréditation, donc on pose la question avec laquelle on répond avec oui ou non. La question est la suivante: avez-vous le niveau requis, oui ou non? C'est-à-dire, vous avez ce niveau, oui ou non? Si vous avez le niveau demandé, exigé, donc vous êtes accrédité. Si vous n'avez pas ce niveau-là, donc vous n'êtes pas accrédité. Donc nous sommes dans la démarche ou l'approche normative, c'est-à-dire on répond à une norme ISO, je ne sais pas quoi, ou on ne répond pas, c'est-à-dire on est classé dans cette catégorie, oui ou non. Par contre, dans quel est votre niveau, c'est-à-dire quelle est votre note? C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. L'évaluation de l'étudiant, sa note c'est de 0 à 20. Donc quel est son niveau? Il a le niveau moyen, le niveau excellent, il a arrivé. Alors que l'accréditation, on pose la question: avez-vous le niveau requis? Avez-vous le niveau demandé ou exigé? C'est ça l'accréditation, et nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, nous concernant. Le tableau résume, si vous voulez, l'ensemble des outils de l'assurance qualité qui sont l'évaluation, l'audit et l'accréditation. La question posée, on met l'accent sur quoi? Et par rapport aux résultats, si on prend l'évaluation, donc jusqu'à quel point les résultats sont-ils bons, c'est-à-dire par rapport aux objectifs. Par rapport aux objectifs, on compare ces résultats. Donc on met l'accent, c'est beaucoup plus sur les résultats eux-mêmes, et on s'intéresse le niveau. Donc l'évaluation, c'est par exemple pour les étudiants de 0 à 20. Donc si on évalue un établissement, ça peut être de 0 à 5 ou de 0 à 4, entre A, B, C, D, ainsi de suite. L'audit. Donc, est-ce que les objectifs sont satisfaits? Est-ce que les procédures mises en place sont pertinentes, sont efficaces, sont conformes à ce qui est attendu? Donc on s'intéresse beaucoup plus les processus. Donc c'est une description qualitative des résultats en tenant compte des processus et des actions mises en œuvre. L'accréditation, donc c'est beaucoup plus la question que j'ai posée tout à l'heure: avez-vous le niveau exigé, demandé pour que vous soyez classé dans cette catégorie ou que vous répondiez à cette norme? Donc c'est beaucoup plus les performances de l'établissement en tout qui rentrent dans le cadre de l'accréditation. Et celui qui accrédite, c'est des agences reconnues d'assurance qualité ou des organismes appropriés qui décrètent cette accréditation. Maintenant, comment on met en place un système, une démarche d'assurance qualité au niveau d'un établissement? Il y a des phases, il y a des étapes à suivre, des étapes qui peuvent être, si vous voulez, successives, mais d'autres qui peuvent aussi démarrer avant de finir une autre étape, et qui sont concurrentes, si on peut dire cela. Donc il y a la phase de la pré-adoption. La pré-adoption, ça veut dire quoi? C'est une phase où on va rassembler les textes, on va rassembler des documents,
On va rassembler des documents de telle sorte à ce que les managers de l'établissement, les responsables de l'établissement prennent connaissance du contenu et par la suite, c'est cela qui va leur permettre de décider et d'enclencher la mise en œuvre ou la mise en place de la démarche qualité. Ensuite, il y a la phase d'information et de sensibilisation. Donc, si on ne sensibilise pas, si on ne diffuse pas l'information, donc on risque d'avoir la résistance au changement. Donc, il faudrait qu'il y ait de la sensibilisation et c'est le travail de l'assurance qualité parce que nous devons structurer et former. Si on structure la cellule, on forme les membres de la cellule et c'est ces membres de la cellule qui va faire le travail d'essaimage et de sensibilisation auprès de la communauté universitaire. Et puis il y a la phase d'exécution, donc c'est là où on procède au travail par exemple d'auto-évaluation, d'audit pour préparer le projet d'établissement et tout ce qui s'ensuit. Donc la cellule assurance qualité a pour mission l'instauration progressive. Nous avons dit que c'est étape par étape, on ne doit pas courir, mais on doit aller doucement mais sûrement. Donc d'une façon, l'instauration progressive d'une culture d'excellence et de l'auto-évaluation à l'échelle de notre université. De l'université en général, si on se trouve dans une autre université. C'est-à-dire comment faire de telle sorte à ce qu'on implémente cette culture d'excellence dans le milieu universitaire. Et c'est plus difficile de l'implémenter ailleurs que dans le milieu universitaire parce qu'il y a prédisposition de la composante humaine de l'université. Donc on s'arrête, une pause café de 5 minutes et on reprend.